Cette vidéo est sponsorisée par Epidemic Sound, je vous en reparle en fin de vidéo. Salut à tous! Avec son nouveau Lumix S5 Mark II, Panasonic a peut-être bien sorti la meilleure caméra pour quelqu'un qui veut se mettre sérieusement à la vidéo dans l'idée de vivre de ses images, ou alors tout simplement de passer un cap dans ses productions. Et là, vous allez le voir, on peut absolument tout faire, et bien le faire avec cette caméra. Moi, je suis loin de tester tous les nouveaux boîtiers qui sortent, mais quand je le fais, c'est parce que je pense sincèrement que c'est un incontournable. Et là, ce S5 Mark II, vous allez vite le comprendre, c'est compliqué d'en être déçu. L'autofocus, historique point faible des Lumix, est enfin au niveau. C'est super, je vous expliquerai, je l'ai notamment comparé avec ce que fait Sony, je vais vous en parler. Le V-Log, le profil log de Panasonic est toujours aussi génial à retravailler en post-production. La stabilisation du capteur est impressionnante, on n'a plus forcément besoin d'avoir un autre stabilisateur avec soi et c'est trop bien. Le boîtier peut filmer en 6K et on a aussi de la 4K 60 images par seconde, donc de quoi ralentir nos images en post-production si on le souhaite. On peut aussi monter des optiques anamorphiques et visualiser directement le résultat dans le boîtier avec le D-Squeeze. Le look anamorphique, ça permet aujourd'hui de se démarquer de ce que beaucoup font et c'est super intéressant. Tout ça, on en profite sur un capteur plein format, ce qui est aujourd'hui devenu un standard dans la vidéo et vendu à 2199 €. C'est un excellent positionnement puisque les principaux concurrents sont nettement plus chers sans pour autant être meilleurs. Si c'est à peu près le budget que vous comptiez mettre dans une nouvelle caméra, je pense qu'elle peut convenir à peu près tout type d'utilisation, que ce soit par exemple pour réaliser des publicités pour ses clients, pour faire du reportage, du contenu sur les réseaux sociaux, du streaming, du vlog sur YouTube par exemple, ou carrément même en faire la caméra principale d'une chaîne YouTube, ça peut parfaitement le faire. Donc je vais vous dire ce que j'en ai pensé pour que vous sachiez absolument tout dessus, ses points forts comme ses points faibles, pour vous aider à vous décider si jamais vous envisagiez d'acheter une nouvelle caméra. Depuis le début, je vous parle de ce boîtier comme une caméra uniquement, mais c'est parce que c'est comme ça que moi je l'ai utilisé et que je vais continuer de l'utiliser. Je fais de la vidéo. Je suis pas photographe, même si ça m'a pas empêché de faire quelques clichés sympas avec ce boîtier, mais comme j'aurais pu les faire avec n'importe quel autre. Donc si vous voulez un avis détaillé pour un usage bien particulier en photo, allez voir l'avis de photographe. Moi, du moment que je suis suffisamment satisfait pour n'avoir à emporter avec moi qu'un seul boîtier pour faire efficacement de la vidéo et aussi quelques photos, ça me va, et là, c'est le cas. L'ergonomie est super. Panasonic a toujours été très bon là-dessus, avec des boîtiers solides, que l'on a bien en main et avec des boutons bien placés qui tombent naturellement sous les doigts, et c'est encore une fois une réussite sur ce S5 Mark II. Le HDMI, c'est du HDMI grande taille. Donc quand on voit que Canon s'obstine encore à mettre du micro HDMI, là je suis bien content que Panasonic et Sony ne fassent pas la même bêtise. C'est bien plus pratique et bien plus solide aussi comme ça. L'écran est tactile, on en a l'habitude, il est suffisamment lumineux pour l'utiliser dehors en pleine journée et les menus Panasonic sont relativement clairs, bien organisés. Si on débute avec la marque, forcément il faut un petit temps d'adaptation pour bien le paramétrer, retrouver où se trouvent dans les menus les habitudes que l'on pouvait avoir de réglage sur un ancien boîtier, mais voilà, je trouve quand même que globalement l'apprentissage est plus facile que chez d'autres constructeurs, hormis Canon qui pour le coup a des boîtiers aussi extrêmement simples à prendre en main. La petite déception, c'est que j'aurais bien aimé retrouver le même système d'écran que sur le GH6, que l'on pouvait incliner dans tous les sens. Là, on est un petit peu plus limité, et lorsqu'on a un câble HDMI, il faudra faire attention par exemple. Autre chose, là où on avait du C1, C2, C3 et C4 pour programmer des réglages, on n'en retrouve que 3 sur le S5 Mark II et on n'a pas non plus le bouton d'enregistrement supplémentaire situé sur le devant et qui pouvait être bien pratique pour déclencher sur un rig épaule sans avoir à aller chercher le bouton derrière.
Donc voilà, c'est des petits bonus qu'on aime bien avoir en plus, qui nous facilitent les choses, mais bon, c'est pas non plus dramatique de ne pas les avoir, ça va. Finalement, ce que j'ai trouvé le plus embêtant, c'est que le capteur est directement exposé. Lorsque vous changez d'optique, on peut facilement se retrouver avec des poussières dessus. Canon et Sony, eux, le protègent, et moi je trouve ça bien pratique. J'aurais beaucoup aimé que Lumix fasse de même parce que c'est le genre de petit détail très important, je trouve. Un autre point qui m'a un petit peu déçu, c'est l'autonomie, alors que le boîtier utilise pourtant les nouvelles batteries de plus grande capacité, les mêmes que celles du GH6. Bon là on est sur un plein format donc c'est différent, mais j'ai surtout l'impression que c'est l'utilisation du nouvel autofocus qui fait rapidement descendre l'autonomie de la batterie. C'est la première fois qu'il marche bien cet autofocus donc c'est sûr ça donne envie de l'utiliser, mais voilà il pompe la batterie, il faut le savoir, et je dirais qu'il faut à peu près 3 batteries si on se fait une grosse journée de vidéo du matin au soir. Même en éteignant le boîtier assez fréquemment entre mes prises de vue lorsque je me déplaçais d'un spot à un autre, il fallait que je fasse attention à ma gestion de la batterie, donc l'autonomie est un petit peu moins bonne que la concurrence, notamment le Sony A7 IV avec lequel moi 2 batteries par jour me suffisent. Donc voilà pour vous donner quelques points de référence, gardez en tête que l'autonomie n'est pas non plus mauvaise, hein. On n'est pas chez Blackmagic, mais elle n'est pas non plus excellente. Heureusement, via le port USB-C, on peut alimenter le boîtier pendant que l'on filme, donc pour de la captation de conférences, de spectacles, d'événements sportifs, même pour du live sur internet, c'est quelque chose de très pratique et à ce moment-là, on ne se soucie plus du tout de l'autonomie. D'ailleurs, on n'a pas du tout de problème de chauffe avec, et ce qui permet encore une chose géniale sur ce boîtier, la possibilité de filmer en illimité, et ça, peu importe le mode de vidéo choisi. Avec, on aura la possibilité de filmer en 6K 25 images par seconde, en 4K jusqu'à 50 images par seconde, et c'est de la vraie 4K, pas de l'Ultra HD, c'est bien du 4096 par 2160. Et on a aussi du 100 images par seconde en Full HD, en 10 bits, ce qui est plutôt rare pour être souligné. En 4K, lorsque l'on passe de 25 à 50 images par seconde, on a un crop, comme sur tous les autres boîtiers de cette gamme de prix chez la concurrence. Donc on n'y échappe pas ici non plus, il faut faire avec, c'est comme ça. Au niveau de la compression, pas de All Intra, ce sera forcément du long GOP en H264. Et comme je vous le disais juste avant, on pourra systématiquement avoir du 10 bits pour les couleurs, en 6K, en 4K et en Full HD, et ce sera du 4.2.2 partout, sauf en 6K, où là on est limité au 4.2.0 pour l'échantillonnage de la chrominance. Ce sont donc pas des fichiers extrêmement lourds, on peut tout enregistrer sur une carte SD, ce qui est bien pratique, et on a 2 slots pour soit faire de la redondance ou alors séparer ces fichiers. Sinon, si on utilise un enregistreur externe type Atomos, on aura la possibilité via le port HDMI de sortir du RAW compressé, mais on ne peut pas le faire directement comme ça sur le boîtier. Là par exemple je peux pas le faire, il faut payer une mise à jour qui coûte 200 €. Si un jour c'est une demande spécifique d'un de vos clients d'avoir ce type de format de fichier, oui, ça pourrait vous être bien pratique de faire la mise à jour, mais sinon c'est pas vraiment quelque chose que j'aurais tendance à vous recommander de faire, tout simplement puisqu'en ajoutant ce prix de 200 € de mise à jour au prix initial du boîtier, on se retrouve à 100 € de différence avec le prix que coûte le S5 Mark II X. C'est un deuxième boîtier qui sortira un petit peu plus tard dans l'année et qui permettra nativement de faire du ProRes en interne, d'enregistrer sur un SSD raccordé en USB type C, de faire du All Intra, du RAW compressé, bref, si vous voulez des possibilités avancées d'enregistrement, c'est plutôt vers lui que je vous conseille de vous diriger directement, plutôt que de payer une mise à jour qui ne donne pas accès à tout. Et enfin, une dernière possibilité que je voulais évoquer parce que je l'aime bien sur ce S5 Mark II, et sur d'autres boîtiers aussi, c'est le fait de pouvoir choisir de filmer en full frame ou bien en APS-C, tout en restant en 4K. Ça permet de simuler le fait d'avoir une plus longue focale. On garde la même optique, on ne perd pas de temps à en changer, et lorsqu'on doit filmer dans l'urgence, c'est extrêmement pratique, moi c'est quelque chose dont je me sers très souvent. En termes de qualité d'image maintenant, comme je vous le dis souvent, aujourd'hui pour faire de mauvaises images avec une caméra à 2000 €, faut vraiment le faire exprès, donc évidemment que ce S5 Mark II permet de faire de super vidéos. Par contre, par rapport aux boîtiers Sony et Canon à peu près dans les mêmes ordres de prix, il y a 3 choses sur ce S5 Mark II qui le font sortir du lot, je trouve. Déjà, le V-Log. Le profil log de Panasonic, je l'ai toujours trouvé hyper intéressant à retravailler en post-production.
Là, il nous donne 14 stops de plage dynamique, donc de quoi conserver suffisamment d'informations dans les hautes et basses lumières, même dans des scènes contrastées, mais c'est surtout pour son rendu des couleurs, notamment sur les carnations, que j'adore le Vlog. Si vous faites de la fiction par exemple, que vous devez faire correspondre des images tournées avec des caméras différentes, avec des profils d'images différents, je vous assure que la personne qui fait le montage lorsqu'elle reçoit des rushs en Vlog, c'est un soulagement, ça facilite vraiment les choses. Donc ouais, gros point fort du S5 Mark II par rapport à ce que propose Sony par exemple comme log, et même par rapport à Canon, moi je préfère celui de Panasonic. En plus de ça, dans les réglages du boîtier, on peut importer nos propres luttes pour visualiser le log converti directement sur l'écran du S5. Chez les concurrents, pour visualiser le rendu d'une lutte, vous aurez besoin d'un moniteur externe. Là, ça évite de s'en encombrer. J'aime aussi beaucoup le fait de pouvoir afficher un waveform à l'écran, chose impossible sur mon A7 IV, où encore une fois, j'ai besoin d'un écran externe pour ça. Deuxième particularité de ce boîtier qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs et qui nous facilite bien les choses, on a dessus un double ISO natif. En Vlog, ce sera par exemple 640 de jour et 4000 ISO pour la basse lumière. Du coup, on peut en tirer de très bonnes images et je dois même vous avouer que la plupart des plans que j'ai filmés avec étaient en ISO automatique puisque je testais la réaction du boîtier dans ces conditions-là et j'en ai pas du tout été déçu. J'ai d'excellents résultats à chaque fois, vous le voyez. C'est impeccable et oui, si quand on tourne en fiction, on éclaire en conséquence et là les performances en basse lumière importent finalement peu, mais pour tous les autres cas, pour du reportage sur le vif, pour du documentaire, de la vidéo de voyage, eh bien pouvoir retranscrire efficacement la vraie sensation de nuit ou de faible éclairage sans avoir besoin de lumière supplémentaire, c'est toujours bien appréciable. Panasonic est l'inventeur du Dual ISO, donc là, le retrouver sur une caméra aussi abordable, c'est une excellente nouvelle. Ça fait plaisir qu'il ne le réserve pas à des boîtiers plus haut de gamme comme l'auraient fait certains autres constructeurs. Là, on se sent respecté et moi, c'est aussi ça que j'aime chez Lumix. Donc plutôt satisfait de ce que j'ai pu faire en basse lumière avec, mais là pour le coup je m'avancerai pas à vous dire que c'est mieux ou moins bien que ce que sont capables de faire Sony et Canon. Voilà, faudrait mettre les boîtiers dans exactement les mêmes conditions, avec les mêmes réglages, des optiques quasi similaires et comparer les résultats. Peut-être que quelqu'un s'amusera à faire ça sur YouTube et je vous invite à aller chercher si vous voulez des détails là-dessus. Mais en tout cas, voilà, j'ai pas de reproche particulier à lui faire pour ses performances en basse lumière, bien au contraire. Autre point qui m'a agréablement surpris et même parfois bluffé, c'est la stabilisation, elle est vraiment incroyable. Regardez, vous voyez que pour ce test, j'ai fait exprès de trembler, de faire n'importe quoi, et pourtant le plan reste parfaitement stable, alors que mon optique n'est même pas stabilisée. D'ailleurs, là, pour tous les plans que vous voyez dans cette vidéo, j'ai uniquement profité de la stabilisation du capteur du S5 Mark II. Donc si en plus de ça, vous utilisez des optiques stabilisées, vous pourrez avoir un résultat encore meilleur. Et même pour aller encore plus loin, on peut activer une stabilisation logicielle dans les réglages du boîtier. C'est une stabilisation électronique. Je l'ai testé, mais je m'en suis quasiment jamais servi pour deux choses. Déjà, je pensais que ça pourrait être utile en mode vlog, comme ça, caméra à la main, pour avoir une stabilisation encore meilleure. Mais quand on active ce mode, on a un crop, et donc voilà, ça fait rapidement serrer sur le visage. C'est pas quelque chose que je voulais comme résultat. Et au grand angle, on a également... J'ai remarqué des petits effets de tremblement dans les coins, bref, ça m'a pas encore l'air parfaitement au point, c'est pas quelque chose que j'ai utilisé. Pour autant, vous l'avez vu, j'ai toujours tout le temps filmé à la main, en marchant, et ça m'a pas empêché d'avoir de super bons résultats. C'est vraiment impressionnant. Je pense par exemple à ce plan où j'ai pu marcher assez vite, en pente, en suivant quelqu'un, et le plan est parfaitement exploitable. Et encore une fois, là, l'optique n'était pas stabilisée. Donc en utilisant peut-être une plus appropriée, plein de plans où habituellement on aurait obligatoirement eu besoin d'un stabilisateur externe, là on peut les faire boîtier à la main, c'est trop pratique. Plus besoin d'écran externe, je vous le disais tout à l'heure, là presque plus besoin de stabilisateur externe, ça nous facilite tellement les choses. Moi c'est ça que j'adore sur ce boîtier, c'est qu'on est léger, rapide, efficace avec juste le boîtier. Bon, parlons maintenant un petit peu de l'autofocus, puisque je vous le disais, Lumix a enfin réussi à en proposer un au niveau de ce que fait la concurrence.
Il est excellent que ce soit pour détecter des animaux, des objets ou des visages, avec une réactivité très bonne, vous le voyez ici, avec une situation pourtant loin d'être évidente, mais le Lumix S5 Mark II s'en sort parfaitement. Ça fait vraiment plaisir un tel niveau de fiabilité. Ils sont enfin passés à la détection de phase, en plus de la détection de contraste qu'ils utilisaient jusqu'à présent, et ça fait toute la différence. De jour, il est vraiment impeccable, et de nuit, si évidemment il a un petit peu plus de mal que de jour, c'est également très convaincant. Regardez cet exemple avec des personnes qui passent devant mon sujet, l'autofocus reste bien bloqué dessus. Dans les réglages de cet autofocus, si on le souhaite, on peut utiliser du tracking, bien utile sur un sujet qui se déplace, mais ici dans cet exemple, j'ai même pas eu besoin de l'utiliser. Vous voyez que sans, l'autofocus a parfaitement fonctionné. C'est le test que je fais habituellement pour essayer de piéger les autofocus en m'avançant, reculant rapidement face à la caméra, disparaissant, apparaissant. Et là, vous voyez que ce S5 Mark II ne s'est pas fait prendre. Même lorsque je vais dans les tout coins de l'écran, il me garde bien focus. Donc c'est vraiment très convaincant. Je vous le répète, il est très fiable. Donc il fait vraiment plaisir cet autofocus. Il y en avait marre des boîtiers Lumix qui étaient excellents partout et sur lesquels l'autofocus complètement à la ramasse venait tout gâcher. Moi, celui-ci, c'est le premier Lumix depuis pas mal d'années que je peux vraiment conseiller à des gens qui se filment seuls. Là, j'ai confiance en cet autofocus. Il est rapide, et même si, bien évidemment, il n'est pas systématiquement parfait, si on veut le mettre en difficulté, on y arrive. Je pense, par exemple, sur de gros contre-jours, il peut avoir du mal, ça m'est arrivé, mais c'était parce que je cherchais à le mettre en difficulté, c'est pas des plans que je vais habituellement filmer. Donc voilà, il n'est pas parfait en permanence, mais il est fiable, et c'est ça le plus important, que j'ai des résultats constants avec, que je n'ai pas, comme c'était le cas sur les précédents modèles, parfois du très bon et parfois du catastrophique. Moi, ça commence à faire un moment que je l'utilise, ce boîtier. La prochaine vidéo sur la chaîne YouTube est entièrement tournée avec, et j'ai pu faire exactement la même chose, avec exactement la même fiabilité d'autofocus que ce que je faisais avec mes autres caméras habituelles. Pas moins. Donc c'est impeccable. Justement, je l'ai comparé avec le Sony A7 IV. Et là, sur une avancée rapide du sujet face caméra, le suivi d'autofocus fonctionne aussi bien sur le S5 Mark II, donc impeccable, et pour du suivi rapide de sujets en mouvement, là aussi, j'ai trouvé l'autofocus parfaitement réactif, tout à fait utilisable dans ces conditions. Et encore une fois, en le comparant à l'A7 IV, si vous avez du monde qui passe devant votre caméra quand vous êtes en train de parler face à elle, comme ici par exemple, l'autofocus ne décroche pas, à moins que ce soit quelqu'un qui reste beaucoup plus longtemps devant la caméra, mais c'est le même problème sur l'A7 IV. Il fait pas mieux là-dessus. Et enfin, voilà ce que ça donne en utilisation vlog. Donc là, je suis au 24 mm f1.8 et l'autofocus reste parfaitement bloqué sur mon visage. On n'a pas non plus d'effet de pompage sur l'arrière-plan. C'est vraiment impeccable. Si vous retournez la caméra sur ce que vous êtes en train de filmer, l'autofocus se fait rapidement sur ce que vous allez montrer au loin, comme ici par exemple. Et si vous remettez votre visage face caméra, il reprend automatiquement le focus sur les yeux. Donc nickel, on peut vraiment l'utiliser dans toutes les conditions. Si vous voulez aussi l'utiliser en caméra pour faire du streaming, bah pourquoi pas, j'en parlais tout à l'heure. Mais voilà, quand vous aurez cette caméra face à vous, vous pourrez par exemple approcher un objet proche de la caméra, proche de l'objectif. Le focus se fera rapidement dessus, il n'y a aucun problème, et ensuite se remettra sur votre visage. Donc ouais, pourquoi pas aussi en streaming. Donc pari réussi pour la marque, ça fait vraiment plaisir d'avoir enfin un Lumix avec un autofocus fiable, mais faut pas non plus s'emballer. Ils se sont mis au niveau de Sony et Canon, c'est tout. Ils n'ont pas pris de l'avance avec quelque chose de radicalement différent. Je pense par exemple à l'utilisation du lidar pour l'autofocus, comme le laissaient supposer certaines rumeurs. Là, non, c'est un autofocus, tout ce qu'il y a de plus classique. Le Sony A7 IV et le Canon R6 Mark II que je prends en exemple depuis le tout début de cette vidéo parce qu'ils sont proches en prix, ce sont des boîtiers qui sont sortis il y a plus d'1 an. Là, on compare cet autofocus à des boîtiers sortis il y a 1 an. Heureusement qu'il fait aussi bien. L'inverse aurait été une totale catastrophe. Et ces boîtiers de Sony et Canon, lorsqu'ils sont renouvelés, j'en suis certain, ils apporteront des choses meilleures en termes d'autofocus.
Surtout Sony qui fait de très bonnes choses en termes d'intelligence sur l'autofocus de ses boîtiers très haut de gamme. Par contre, Lumix va certainement garder longtemps l'avantage du prix du boîtier, et si vous vous posiez la question des optiques, on trouve pas mal de choix pour la monture L, que ce soit chez Lumix directement ou Sigma par exemple, qui propose des alternatives. Là pour le coup les prix sont relativement similaires à ceux des optiques Sony par exemple, on a de quoi pouvoir bien s'équiper pour des prix qui restent très corrects. Ces optiques, vous pourrez les réutiliser plus tard si vous vous achetez un second boîtier Lumix pour, par exemple, faire du multicam comme je suis en train de le faire ici. Par contre, je trouve important de vous préciser que chez Sony et Canon, vous trouverez des modèles moins chers qui font de parfaites caméras B, qui la plupart du temps sont en APS-C d'ailleurs, alors que chez Lumix, si vous avez besoin d'un bon autofocus, il n'y a actuellement aucune autre possibilité. Alors ça changera peut-être très vite avec d'autres modèles qui arriveront, mais gardez ça en tête suivant l'évolution que vous prévoyez à votre matériel. Donc voilà, sur ce S5 Mark II, je vous le disais, Lumix n'a pas franchement innové avec une fonctionnalité qui existe nulle part ailleurs et qui, en la voyant, on se dit « Waouh, trop bien, je veux ce boîtier pour ça ». Ce qui nous fait dire « Waouh », c'est le prix en fait. Puisque autant de choses sur un plein format, c'est tout simplement du jamais vu vendu à ce tarif. Canon et Sony sont nettement plus chers sans pour autant être clairement meilleurs, et maintenant que Panasonic a réussi à proposer un autofocus fiable, ils perdent leur principal argument face à ce S5. On se pose clairement la question de l'intérêt de payer plus cher. Moi, ce que j'adore dans ce boîtier et qui le différencie vraiment de la concurrence, c'est que comme je vous l'ai expliqué, il permet de se passer de plein d'accessoires. Et déjà que le boîtier est pas très cher par rapport à tout ce qu'il offre, si en plus de ça, ça nous évite de racheter plein d'accessoires à droite à gauche, bah c'est un énorme avantage. Avec l'excellente stabilisation, pouvoir marcher boîtier à la main sans stabilisateur, c'est super pratique. C'est aussi un des rares boîtiers hybrides qui permet d'enregistrer de l'audio sur 4 pistes distinctes. C'est du 48 kHz, 24 bits, et en se raccordant à la prise casque, on peut même monitorer chaque canal indépendamment, ou alors plusieurs canaux spécifiques en même temps. Habituellement, il faut un boîtier externe pour faire ça. Je vous disais aussi en début de vidéo qu'on a le support natif des optiques anamorphiques avec, dans le boîtier, toutes les options pour visualiser directement le résultat avec les options de D-Squeeze, donc pas besoin d'écran externe. Super pratique puisque filmer en anamorphique, aujourd'hui ça reste encore assez rare sur des productions internet, donc ça permet de se démarquer de ce que fait tout le monde, avec un look assez unique dans le rendu de l'image anamorphique, et là pouvoir le faire avec autant de facilité sur un boîtier à ce prix-là, c'est vraiment super. Donc vraie bonne réussite, ça fait plaisir quand on a des sorties comme ça pour nous qui aimons l'image. Et bah, si vous avez été convaincu par tout ce qu'il propose, ce boîtier, que vous avez envie de vous l'acheter tout en soutenant gratuitement la chaîne YouTube, vous avez un lien juste en dessous dans la description de la vidéo par lequel vous pouvez faire votre achat. Merci d'avance. Vraiment, je vous le conseille sincèrement si vous avez l'ambition de vivre de votre activité en vidéo. Moi, c'est clairement le boîtier que j'achèterais aujourd'hui si je devais faire une chaîne YouTube comme la mienne. Et d'ailleurs, je vous l'ai dit, hein, je l'ai utilisé pour mes futures vidéos, je vais continuer de l'utiliser, puisque tout ce que j'ai besoin qu'un boîtier fasse pour mes vidéos, il le fait, et il le fait bien. C'est impeccable. D'ailleurs, si vous aussi vous faites de la vidéo, vous avez forcément besoin de musique et d'effets, donc laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo, Epidemic Sound. La plateforme propose une énorme collection de musique créée par des artistes et uniquement disponibles pour Epidemic Sound. Elles sont classées par genre, par thématique, ce qui simplifie votre recherche. Par exemple, si vous faites du vlog, vous allez retrouver des musiques plutôt entraînantes. Sinon, si vous tournez pour de la publicité, du reportage, ce seront des musiques différentes, plus adaptées. D'ailleurs, moi, les musiques que j'ai utilisées dans cette vidéo viennent toutes de Epidemic Sound. Et à travers mon abonnement, j'ai une licence qui permet de ne pas me faire bloquer ou démonétiser la vidéo par YouTube. J'ai les droits sur la musique. En plus de ça, Epidemic Sound a aussi plein de bruitages que l'on peut télécharger. Moi, par exemple, je m'en sers beaucoup dans mes vidéos de drone pour trouver des bruits d'ambiance, des bruits de pas, des bruits de vent. Avec la recherche, on trouve facilement ce dont on a besoin, c'est super pratique. Si vous voulez tester Epidemic Sound, vous avez 30 jours d'essai gratuit avec le lien qui est juste en dessous dans la description de la vidéo. Donc profitez-en pour découvrir tout leur catalogue. Je pense que si, comme moi, vous faites de la vidéo, ça peut vous être extrêmement utile. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut!